Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Héloïse. Bonjour Flavie. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui, du coup, pour cette vidéo organisée par Simplicure et durant laquelle nous aimons mettre en avant les praticiens qui utilisent notre plateforme, mais aussi et surtout leur expertise. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être avec toi, qui est naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et on va aborder, je pense, un sujet très intéressant toutes les deux ensemble. Peut-être avant de commencer, tu peux un peu nous parler de toi, de ton parcours, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es naturopathe? Ok, oui. Déjà, merci à toi pour cette présentation. En effet, je suis Héloïse, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs. Je pratique également l'iridologie, la réflexologie plantaire, l'auriculothérapie et la cupping thérapie, donc les ventouses, pour quelque chose d'assez global. Généralement, on me consulte pour tout type de problématiques et c'est un plaisir pour moi d'accompagner les personnes vers une vie plus sereine. Mais je me suis spécialisée dans les troubles digestifs, en effet, de par mon parcours. Il faut savoir que j'ai moi-même eu de gros soucis de santé. On m'a diagnostiqué une maladie auto-immune, une rectocolique hémorragique, qui m'a bien fait galérer pendant quelques années, pendant bien 4 ans. Et en fait, j'ai découvert la naturopathie pendant ce parcours. D'abord pour moi, à la base, pour m'aider, pour me sentir mieux. Et en fait, je m'en suis passionnée. Je me suis passionnée de ce domaine. Le corps, son fonctionnement, du coup, j'en ai fait mon métier, clairement. Et aujourd'hui, je souhaite pouvoir aider les gens de par mon expérience, de ce que j'ai vécu, pour essayer de rapporter un mieux-être au quotidien, parce que voilà, j'ai vécu ça, je sais ce que c'est la galère des troubles digestifs. Il faut savoir qu'avant la rectocolique hémorragique, j'ai eu des troubles digestifs qu'on disait le syndrome de l'intestin irritable. Donc, je connais bien tout ça. Et voilà, je souhaite retranscrire vraiment auprès de mes consultants ce que j'ai appris par ça, s'écouter surtout, et voilà. Génial. Je pense effectivement qu'il n'y a pas plus empathique et plus à même comme thérapeute que quelqu'un qui a vécu aussi ça dans le passé. Donc, c'est un très chouette parcours. Merci. Aujourd'hui, du coup, on va parler du lien qu'il y a entre le microbiote et l'inflammation digestive. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être pourquoi est-ce que ça te semble être un sujet important à aborder? Oui, alors pour moi, c'est un sujet important. Enfin, vraiment, c'est le microbiote intestinal. On sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'études, c'est un pilier fondamental de notre santé. Il va influencer notre digestion, notre immunité et même notre humeur. Il faut savoir que 95% de la production de sérotonine, donc le neurotransmetteur responsable de la stabilisation de notre humeur, se fait au niveau de nos intestins. Donc, on le sait aujourd'hui, nos intestins, notre microbiote jouent vraiment un rôle majeur dans la santé globale. Et il existe de plus en plus d'études scientifiques sur ce sujet. On est encore loin de tout découvrir là-dessus, vraiment. Mais voilà, on se rend compte de plus en plus de l'importance du microbiote. Malheureusement, notre mode de vie moderne, en lien avec la société dans laquelle on vit, apporte son lot de difficultés pour maintenir une santé optimale. Donc, tout ce qui va être stress, alimentation transformée en sont de grands perturbateurs. Ils peuvent profondément déséquilibrer cette flore intestinale, entraînant une inflammation chronique. Donc, c'est un sujet essentiel car bien souvent, améliorer son microbiote permet de retrouver un équilibre global et d'agir sur de nombreux troubles autres que digestifs. Tout ce qui va être problématique de peau, les troubles hormonaux, ou encore tout ce qui va être maladie dégénérative, comme la maladie de Parkinson ou Alzheimer. Effectivement, du coup, c'est un sujet très vaste et en même temps qui a de l'influence sur énormément d'autres aspects de la santé. Ok. Tout à fait. Est-ce que peut-être, du coup, tu peux un peu nous redéfinir ce que c'est le microbiote, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'il y a derrière ce mot. Ok, alors oui, le microbiote, c'est, pour reprendre un peu les bases, c'est un écosystème vivant composé de milliards de micro-organismes, donc bactéries, levures, champignons, virus. Il est vraiment unique à chacun, mais on peut retrouver des proportions, par exemple, dans les firmicutes et les bactéroïdetes. Mais voilà, il joue un rôle fondamental dans notre santé.
Donc, il a déjà un rôle dans la digestion et l'absorption des nutriments, comme je disais tout à l'heure. Donc, il participe à la dégradation des aliments que nous consommons. Certaines fibres et composés présents dans les végétaux que notre organisme ne peut pas digérer seul sont fermentés par des bactéries intestinales. Donc, ce processus produit des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, le propionate ou l'acétate, qui fournissent une énergie aux cellules intestinales et possèdent des propriétés anti-inflammatoires essentielles pour la santé de notre muqueuse digestive. Aussi, certaines bactéries intestinales facilitent la digestion des protéines en décomposant les acides aminés et en favorisant leur assimilation. Elles participent aussi à la transformation des glucides complexes en sucre simple, rendant leur absorption plus efficace. Donc, sans un microbiote équilibré, ces processus sont altérés, ce qui peut entraîner des ballonnements, des fermentations excessives, une mauvaise assimilation des nutriments et à terme des carences nutritionnelles. Donc, c'est aussi une source essentielle de vitamines et d'enzymes. Donc, le microbiote intestinal joue un rôle crucial dans la synthèse de certaines vitamines. Il contribue à la production de la vitamine K, par exemple, indispensable à la coagulation du sang, et de plusieurs vitamines du groupe B, qui interviennent dans la production d'énergie, le métabolisme des acides aminés et le bon fonctionnement du système nerveux. Donc, certaines bactéries intestinales produisent également des enzymes digestives qui aident à mieux assimiler certains nutriments. Par exemple, la lactase, nécessaire à la digestion du lactose, est partiellement produite par certaines bactéries du microbiote, expliquant pourquoi certaines personnes tolèrent mieux les produits laitiers que d'autres. Ça dépend de la composition du microbiote de la personne. Okay. Il existe aussi une interaction étroite entre le microbiote et notre système nerveux, beaucoup mis en avant aussi dans les études scientifiques à ce jour. Donc, il y a une communication permanente entre le microbiote intestinal et notre cerveau via l'axe intestin-cerveau. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, environ 95% de la sérotonine, le neurotransmetteur qui régule notre humeur, notre anxiété et notre bien-être général, est produite dans l'intestin. Donc, cette production est en partie influencée par les bactéries intestinales qui synthétisent certains précurseurs de la sérotonine à partir du tryptophane, qui là, c'est un acide aminé présent dans notre alimentation. Donc, on va le retrouver dans les graines et oléagineux, les viandes, les céréales, les légumineuses, etc. Donc, quand le microbiote est équilibré, cette production se fait correctement et contribue à une humeur stable et à une bonne gestion du stress. À l'inverse, une flore intestinale déséquilibrée peut entraîner une baisse de la production de sérotonine, ce qui peut favoriser l'anxiété, les troubles de l'humeur et même certaines formes de dépression. Donc, on retrouve d'ailleurs souvent chez les personnes qui ont des troubles digestifs une sensibilité plus accrue à la dépression, à l'anxiété, au stress, etc. Okay. Un microbiote en bonne santé est donc essentiel, non seulement pour bien digérer, mais aussi pour absorber les nutriments et produire des molécules essentielles à notre organisme et maintenir un équilibre émotionnel. Voilà pourquoi il est si important d'en prendre soin au quotidien. Aussi, on a encore le lien entre le microbiote et le système immunitaire. Donc aujourd'hui, on le sait, le microbiote intestinal joue un rôle clé dans l'immunité en agissant comme véritable bouclier contre les agents pathogènes. Il contribue à l'équilibre du système immunitaire en régulant la réponse inflammatoire et en empêchant les proliférations de germes nuisibles. Donc, en stimulant la production de certaines cellules immunitaires et en favorisant la synthèse de molécules anti-inflammatoires, un microbiote sain aide l'organisme à mieux se défendre contre les infections et les déséquilibres immunitaires. À l'inverse, un microbiote appauvri ou déséquilibré peut affaiblir les défenses naturelles, augmentant ainsi le risque d'inflammation chronique, d'allergie et de maladies auto-immunes. Très clair. Merci beaucoup pour du coup cette présentation de ce que c'est le microbiote et au final de tous ses impacts en fonction de son équilibre ou de son déséquilibre sur en fait tous les autres systèmes du corps et du fonctionnement. On entend parfois le terme dysbiose. Est-ce que tu peux aussi éventuellement un peu nous définir ce que ça signifie, peut-être les causes aussi de cette dysbiose? Bien sûr. Alors, lorsque notre microbiote est en bonne santé, on parle de biose. Donc, les bactéries bénéfiques sont en équilibre, assurant une digestion optimale, une bonne assimilation des nutriments et une régulation efficace de l'inflammation.
Cependant, plusieurs facteurs peuvent altérer cet équilibre et entraîner une dysbiose, donc c'est-à-dire une perturbation de la composition du microbiote, pouvant conduire à des troubles digestifs, inflammatoires et même neurologiques. Donc, les principaux éléments qui vont déséquilibrer ce microbiote, donc forcément l'alimentation. C'est clair que ce que nous mangeons a un impact sur notre microbiote. L'alimentation joue un rôle clé dans la composition et la diversité du microbiote intestinal. Un régime alimentaire déséquilibré, trop riche en sucre raffiné, en produits ultra transformés et pauvre en fibres, favorise la prolifération de bactéries opportunistes au détriment des bactéries bénéfiques. Donc, les sucres raffinés et les édulcorants artificiels consommés en excès nourrissent certaines bactéries pathogènes et levures, comme le Candida albicans, entraînant un déséquilibre pouvant causer des ballonnements, des fermentations excessives et une hyperperméabilité intestinale. Il y a aussi du coup les produits ultra transformés qui sont souvent riches en additifs, en conservateurs et en émulsifiants. Ils altèrent la diversité bactérienne et augmentent l'inflammation de la muqueuse intestinale. Certains émulsifiants également ont été associés à une perturbation du microbiote et à un risque accru de maladies inflammatoires chroniques. Il y a aussi l'alimentation pauvre en fibres. Il faut savoir que les fibres prébiotiques présentes dans les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes sont essentielles pour nourrir les bactéries bénéfiques. Sans elles, les bonnes bactéries s'appauvrissent, ce qui peut favoriser un microbiote moins diversifié et plus propice aux inflammations intestinales. Il y a également le déficit en acides gras essentiels. Donc, l'alimentation moderne est souvent déséquilibrée en acides gras essentiels, notamment le ratio en oméga 3, oméga 6. Ces deux types d'acides gras doivent être présents dans un certain ratio pour assurer un bon fonctionnement de l'organisme, en particulier au niveau de la régulation de l'inflammation et de l'intégrité des muqueuses intestinales. Donc, on recommande un rapport oméga 3, oméga 6 de 1 à 5, donc c'est-à-dire une molécule d'oméga 3 pour 5 molécules d'oméga 6, ce qui permet un bon équilibre. Aujourd'hui, avec l'industrialisation de l'alimentation, il a fortement augmenté et se situe généralement entre 10 pour 1, voire 20 pour 1. Donc cette augmentation est due à une consommation excessive d'huiles raffinées, riches en oméga 6, comme l'huile de tournesol, de maïs, de soja, aux produits transformés et à la faible consommation d'aliments riches en oméga 3, comme le poisson gras, l'huile de colza, de lin, de noix, etc. Donc, un excès d'oméga 6 au détriment des oméga 3 favorise un état inflammatoire chronique, ce qui peut perturber la barrière intestinale, augmentant ainsi la perméabilité de l'intestin et la sensibilité aux irritations et aux allergies alimentaires. Inversement, un apport suffisant en oméga 3 aide à moduler l'inflammation et à renforcer la résistance des muqueuses digestives. On a un autre facteur qui perturbe l'équilibre du microbiote, le stress chronique. Le stress, il est souvent sous-estimé dans son effet sur la santé intestinale, mais il joue un rôle majeur dans l'apparition d'une dysbiose. Il affecte l'axe intestin-cerveau, modifiant la composition du microbiote en augmentant la perméabilité intestinale, ce qui favorise l'inflammation et la diffusion de toxines dans l'organisme. Donc, sous l'effet du stress, le système nerveux entérique, notre deuxième cerveau, qui se trouve dans le tractus gastro-intestinal, envoie des signaux d'alerte qui modifient l'équilibre du microbiote, réduisant la présence de certaines bactéries bénéfiques. On a le stress qui augmente aussi la production de cortisol, une hormone, si en excès, altère l'immunité et peut rendre la muqueuse intestinale plus perméable, facilitant ainsi le passage des toxines et de fragments bactériens dans la circulation sanguine, ce qui peut contribuer aux maladies inflammatoires. Il peut également réduire la diversité bactérienne en rendant le microbiote plus vulnérable aux infections et aux déséquilibres intestinaux. Donc, c'est pourquoi les troubles digestifs sont souvent aggravés en période de stress intense, comme les examens, la surcharge de travail, les chocs émotionnels, etc. Donc, attention, aujourd'hui, on utilise beaucoup cette case fourre-tout. C'est dans votre tête, apprenez à déstresser, etc. J'en sais quelque chose, on me l'a beaucoup dit avant le diagnostic de la rectocolique hémorragique, quand j'étais syndrome de l'intestin irritable. Le problème, c'est que oui, en effet, le stress
comme on a pu le voir, et un tempérament nerveux impactent notre santé. Mais on ne nous éduque pas à comment gérer ça. On nous dit, voilà, c'est le stress, merci, au revoir. Non. Mais encore, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais l'essentiel, c'est prendre conscience de certaines choses dans notre vie qui ne nous conviennent pas, apprendre à gérer ses émotions, son stress, pour favoriser une meilleure santé. On a encore un autre facteur perturbant le microbiote, c'est le manque d'activité physique. L'activité physique a un impact direct sur la composition du microbiote. Une pratique régulière permet d'augmenter la diversité bactérienne et de stimuler la prolifération de bactéries bénéfiques, comme celles produisant des acides gras à chaîne courte, essentiels pour la santé intestinale et la réduction de l'inflammation. Donc, à l'inverse, un mode de vie sédentaire peut diminuer la richesse du microbiote, favorisant l'installation de bactéries moins bénéfiques. Ça va augmenter la perméabilité intestinale, rendant l'organisme plus vulnérable aux toxines et aux inflammations chroniques. Ça peut contribuer également à des troubles digestifs, comme surtout le syndrome du côlon irritable, souvent associé en fait à un microbiote déséquilibré et à une hygiène de vie déséquilibrée. Et ça peut également accroître le risque de cancer colorectal. Donc, il a été démontré que les sportifs qui ont un microbiote plus diversifié que les personnes sédentaires, notamment grâce à la stimulation des bonnes bactéries par l'exercice physique. Un autre facteur très important encore, c'est le manque de sommeil. Le sommeil et le microbiote entretiennent une relation bidirectionnelle. Donc, des études scientifiques ont démontré qu'un microbiote équilibré favorise un bon sommeil et un sommeil de qualité aide à maintenir une flore intestinale saine. Donc, un manque de sommeil chronique perturbe cet équilibre en modifiant la composition bactérienne et en augmentant l'inflammation intestinale. On parle bien de quelque chose de chronique, donc qui dure sur plusieurs années. Le dérèglement du cycle circadien, lié au manque de sommeil ou à des horaires décalés, perturbe les cycles de régénération du microbiote. Certaines bactéries bénéfiques, qui suivent elles aussi des cycles jour-nuit, deviennent moins actives, ce qui favorise la prolifération de bactéries opportunistes. Un sommeil insuffisant augmente la production de cortisol, qui, comme mentionné précédemment, fragilise la muqueuse intestinale et réduit la diversité du microbiote. Aussi, des études ont montré que le manque de sommeil pouvait réduire la proportion de bactéries associées à un métabolisme équilibré, donc favorisant ainsi une prise de poids et une augmentation de la résistance à l'insuline. Donc, un sommeil réparateur de 7 à 9 heures par nuit est donc essentiel pour préserver la santé du microbiote et éviter les déséquilibres digestifs et métaboliques. Et un dernier facteur déséquilibrant le microbiote assez important, ce sont les toxines environnementales. Le microbiote intestinal est un écosystème fragile, influencé par notre mode de vie et notre environnement. Et parmi les facteurs perturbants souvent sous-estimés, c'est l'exposition aux toxines environnementales. Elles jouent un rôle clé dans l'altération de l'équilibre du microbiote. Ces toxines, issues de notre alimentation, de l'air que nous respirons, ou encore des produits que nous utilisons au quotidien, peuvent provoquer une dysbiose et une inflammation intestinale et donc des troubles digestifs chroniques. Donc, tout ce qui va être pesticides et herbicides, utilisés aujourd'hui dans l'agriculture moderne, de nombreux produits chimiques pour protéger les agricultures, malheureusement, ces substances ne sont pas sans conséquences pour notre microbiote et il est bon de le savoir. Il y a également les métaux lourds, qui a un impact toxique sur la flore intestinale. Donc, les métaux lourds, on a le plomb, le mercure, le cadmium et l'arsenic, sont omniprésents dans notre environnement et peuvent s'accumuler dans notre organisme, affectant directement la santé intestinale. Ils favorisent la croissance de bactéries pathogènes au détriment de bonnes bactéries. Par exemple, le mercure peut favoriser la prolifération de certaines souches de Clostridium difficile, une bactérie opportuniste pouvant causer des diarrhées sévères et une inflammation intestinale. Il existe par ailleurs de nombreux cas de syndrome de l'intestin irritable qui se déclenchent suite à cette infection. Le mercure se trouve principalement dans les poissons prédateurs, le thon, l'espadon, le requin, le saumon. Donc, on va plutôt privilégier les petits poissons.
Le plomb est encore présent dans certaines vieilles canalisations et peintures, et l'arsenic peut être présent dans certaines eaux souterraines et le riz. C'est pourquoi il est important de bien rincer son riz plusieurs fois avant cuisson. On a également les perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances chimiques qui interfèrent avec le système hormonal, mais leur impact sur le microbiote est également préoccupant. Donc, les contenants en plastique ou les produits de beauté en contiennent. Il faut alors être vigilant sur leur composition. On va plutôt utiliser des contenants en verre ou en inox pour stocker les aliments, privilégier des cosmétiques naturels sans parabènes et limiter la consommation d'aliments en conserve ou en canette. Donc, bien que nous ne puissions pas totalement éviter leur présence dans notre quotidien, adopter une bonne pratique permet de limiter leur impact et de préserver un microbiote équilibré. Donc, en prenant soin de notre environnement et de notre alimentation, nous offrons à notre flore intestinale les meilleures conditions pour rester en bonne santé. Donc, on le voit, l'équilibre du microbiote est fragile et peut être facilement perturbé par notre mode de vie moderne. Ces facteurs ne fonctionnent pas de manière isolée, mais s'influencent mutuellement, créant un cercle vicieux qui peut mener à une dysbiose et à des problèmes digestifs chroniques. Cependant, en adoptant une hygiène de vie adéquate et avec ses capacités personnelles, bien sûr, il est tout à fait possible de préserver et restaurer un microbiote en pleine santé. Super, merci, c'est très, très clair. Donc, on comprend bien qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer et perturber le microbiote et son équilibre qui est assez fragile. Tu nous as déjà donné du coup des pistes de solutions et de choses à mettre en place. Peut-être avant de revenir sur celle-ci en détail, est-ce que tu peux nous donner des exemples de symptômes qui peuvent nous alerter sur un déséquilibre du microbiote, sur une dysbiose? Ok, oui. Alors, quand le microbiote il est déséquilibré, la paroi intestinale devient plus perméable. C'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale ou le leaky gut syndrome. Donc, normalement, cette barrière est semi-perméable et laisse passer que les nutriments essentiels dans la circulation sanguine. Mais en cas de dysbiose, des toxines, des bactéries, des bactéries pathogènes, et même des fragments alimentaires mal digérés peuvent passer dans le sang. Donc là, le système immunitaire réagit immédiatement, provoquant une inflammation. Cette inflammation peut devenir chronique et aujourd'hui impliquée dans de nombreuses pathologies comme les maladies auto-immunes, les troubles métaboliques, les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore la dépression. Donc, les signes courants d'un microbiote déséquilibré incluent souvent des troubles digestifs, donc ballonnement, diarrhée, constipation, douleur abdominale, etc. Une fatigue persistante, une prise ou une perte de poids inexpliquée. Il peut y avoir également des troubles cutanés, comme l'eczéma ou l'acné, ou encore une baisse de l'immunité, avec des infections plus fréquentes. Donc, heureusement, il est possible d'agir sur le microbiote et de rétablir un équilibre durable grâce à une approche globale. Ok, super. Du coup, si on parle justement de ces approches qui vont nous permettre de rééquilibrer le microbiote, bon, on a bien compris qu'un des facteurs principaux, c'était l'alimentation. Est-ce que tu peux nous parler concrètement des éléments qu'on va pouvoir mettre en place pour soutenir notre alimentation et donc notre microbiote? Ok, oui. Alors, il faut savoir que déjà, rééquilibrer son microbiote ne se fait pas en un jour, mais avec des ajustements progressifs et constants, il est possible de retrouver un bien-être digestif et général. Donc, j'insiste sur la notion de progressivité. Apporter la nourriture essentielle à son microbiote peut perturber un système digestif qui n'y est pas habitué et dont le microbiote est fortement déséquilibré. Ça peut provoquer des inconforts et des mauvaises digestions et donc de l'inflammation. Donc, c'est une étape clé pour le bon équilibre de son microbiote à faire en douceur et en écoutant ses sensations. Respecter les dosages que notre digestion tolère pendant un temps, mais cela ne veut pas dire qu'il n'évoluera pas par la suite. Donc, quand on travaille, par exemple, sur des intolérances alimentaires, pour des personnes qui ont des nombreuses intolérances, et donc un déséquilibre du microbiote et une hyperperméabilité assez conséquente, on va donc travailler sur l'inflammation, la perméabilité intestinale et le microbiote. On peut aller jusqu'à 1 voire 2 ans pour augmenter sa résilience face aux aliments qui nous faisaient réagir avant.
Donc, ce temps-là comprend bien sûr, dans un premier temps, le travail sur le terrain, puis la réintroduction progressive de nombreux aliments, jusque-là réactionnels. Et c'est cette partie-là qui prend le plus de temps généralement parce qu'on fait attention à bien intégrer un aliment à la fois et l'intégration se fait sur plusieurs semaines par aliment. Donc, ça peut être rapide chez certaines personnes, mais pour d'autres, où le déséquilibre est très fort, ça peut prendre plus de temps. Et c'est là où il ne faut pas baisser les bras. Donc, en effet, l'alimentation, ça va être la clé d'un microbiote équilibré. Donc, notre flore intestinale se nourrit de ce que nous mangeons. Une alimentation saine et adaptée est donc le premier levier d'action. On a les fibres, essentielles pour nourrir les bonnes bactéries. Donc, les fibres agissent comme un véritable carburant pour notre microbiote. On distingue les fibres solubles, présentes dans l'avoine, les pommes, les graines de lin, etc., et les fibres insolubles, dans les céréales complètes, les légumes verts, etc. Elles permettent de favoriser la production d'acides gras à chaîne courte, qui ont un effet anti-inflammatoire puissant. On a aussi les prébiotiques, indispensables pour nourrir les bactéries bénéfiques. Ils sont présents dans les aliments comme l'ail, l'oignon, les asperges, le poireau, les bananes vertes. Ils stimulent la croissance des bonnes bactéries et renforcent la diversité. On a également les prébiotiques pour réensemencer la flore intestinale. Alors, ils se trouvent naturellement dans les aliments fermentés, comme le kéfir, la choucroute, le miso, le kombucha ou encore le yaourt. Une consommation régulière de ces aliments permet d'améliorer l'équilibre du microbiote. Donc, on a d'un côté les probiotiques, les bactéries vivantes, qui vont rééquilibrer les bactéries de la flore, et les prébiotiques de l'autre, qui sont des fibres alimentaires non digestibles qui servent de substrat aux bonnes bactéries du microbiote, lui permettant de se développer et de produire des composés bénéfiques, comme les acides gras à chaîne courte. On a également les aliments anti-inflammatoires. Donc, comme expliqué tout à l'heure, on va chercher à rééquilibrer le ratio oméga 3, oméga 6. Il est donc conseillé d'augmenter la consommation d'oméga 3 en intégrant régulièrement des poissons gras, comme les sardines, les maquereaux, le saumon sauvage, mais on va plutôt se tourner sur les petits poissons gras, des graines de lin et de chia, des noix, ainsi que des huiles végétales de qualité, comme l'huile de colza, de lin ou de cameline. On va réduire également les aliments ultra transformés et les huiles riches en oméga 6 pour permettre également d'améliorer cet équilibre et de soutenir la santé intestinale. Et dans leur rôle anti-inflammatoire, les épices comme le curcuma et le gingembre sont intéressantes également. Génial, très complet. Merci. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire au niveau, alimentation. Au niveau complément alimentaire, parce qu'il me semble que parfois il y a certaines situations où l'alimentation peut-être, ne sera pas suffisante ou comme tu dis, ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des éléments au niveau, complément qu'on pourrait mettre en place pour accélérer le processus? Alors oui, tout à fait. Comme tu dis, en complément d'une bonne alimentation, certains nutriments et composés peuvent aider à restaurer la paroi intestinale et à rééquilibrer le microbiote. Donc, on a tout d'abord les probiotiques, adaptés en fonction des besoins spécifiques. Par exemple, la S. boulardii est intéressante en cas de diarrhée chronique, mais je préfère toujours travailler sur le terrain avec l'alimentation sur cette partie-là, pour réensemencer avec des bactéries vivantes provenant de la choucroute, du miso, du kombucha, etc. Donc, en fonction de la tolérance des personnes, bien évidemment. Donc, ce n'est pas dans un premier temps qu'on va travailler dessus avec des probiotiques, mais plutôt avec des prébiotiques pour renforcer le microbiote de la personne en premier lieu. Donc, pour tout ce qui concerne les prébiotiques, on les retrouve dans l'alimentation, comme dit précédemment, mais ils peuvent être difficilement tolérables en fonction des personnes. Donc, on les retrouve également sous forme de compléments avec une meilleure tolérance. Donc, ça va être des compléments contenant de l'inuline, des fructo-oligosaccharides ou du galacto-oligosaccharide ou encore des amidons résistants. Donc, l'inuline, c'est un prébiotique naturel appartenant à la famille des fructanes. C'est une fibre soluble et fermenticide qui joue un rôle clé dans la santé intestinale et métabolique. Elle nourrit le microbiote intestinal, favorise la production d'acides gras à chaîne courte, renforce la santé intestinale et l'immunité et prévient la constipation. Donc, ça va être assez intéressant en fonction des personnes de complémenter là-dedans.
On a aussi, du coup, comme dit, les fructo-oligosaccharides. Ça, ce sont des fibres prébiotiques solubles appartenant également à la famille des fructanes, comme l'inuline. Ils sont naturellement présents dans certains aliments et jouent un rôle clé dans l'équilibre du microbiote intestinal. Ils nourrissent le microbiote intestinal, ils améliorent le transit ou encore renforcent le système immunitaire. On a donc également le galacto-oligosaccharides, qui sont également des prébiotiques appartenant à la famille des oligosaccharides, ce qui est un dérivé du lactose. Ils favorisent la croissance des bactéries bénéfiques du microbiote. Ils jouent un rôle clé dans la digestion, l'immunité et la santé intestinale. Ils nourrissent les bonnes bactéries, ils augmentent la diversité bactérienne, ils stimulent la production d'acides gras à chaîne courte, ils améliorent le transit intestinal et réduisent l'inflammation intestinale. Et d'ailleurs, du coup, tout symptôme de l'intestin irritable. On a donc les amidons résistants. Donc, ce sont une forme particulière d'amidon qui échappe à la digestion de l'intestin grêle et atteint le côlon, plutôt intact du coup, où ils sont fermentés par le microbiote. Ils agissent donc ici comme des prébiotiques, nourrissant les bonnes bactéries intestinales et apportant de nombreux bienfaits pour la santé digestive, métabolique et générale. On peut aussi se complémenter en butyrate. Donc là, c'est un acide gras à chaîne courte qui est produit naturellement par la fermentation des fibres, par le microbiote, donc, mais chez les personnes qui ont un microbiote déséquilibré, il n'est pas suffisamment produit. Il va donc être intéressant d'avoir un apport. Il joue un rôle clé dans la santé intestinale en nourrissant les cellules du côlon, en leur fournissant une source d'énergie essentielle pour assurer le bon fonctionnement de la barrière intestinale, en réduisant l'inflammation, notamment en modulant l'expression des cytokines inflammatoires, en améliorant l'intégrité de la muqueuse intestinale, en renforçant les jonctions serrées entre les cellules et limitant ainsi la perméabilité intestinale et le passage de toxines dans le sang. Il favorise également un bon équilibre du microbiote en stimulant la croissance de bactéries bénéfiques et en inhibant la prolifération des pathogènes. On a également du coup les oméga-3, aujourd'hui bien connus, qui réduisent l'inflammation, notamment en régulant la production de médiateurs inflammatoires comme les prostaglandines et les cytokines. Ils participent aussi à maintenir l'intégrité de la barrière intestinale en limitant la perméabilité excessive. Ils soutiennent également l'équilibre du microbiote, certaines études ayant montré qu'ils favorisent la diversité bactérienne et augmentent la présence de bactéries bénéfiques. On a également le zinc, qui participe à la régénération cellulaire et aide à la cicatrisation en cas d'hyperperméabilité intestinale ou de maladies inflammatoires chroniques des intestins. Il régule la réponse immunitaire, évitant les réactions inflammatoires excessives, souvent observées en cas de dysbiose ou de maladies inflammatoires chroniques des intestins. Et il protège l'intestin contre le stress oxydatif, réduisant ainsi les dommages causés par l'inflammation chronique. On a également les polyphénols, présents dans le thé vert, le cacao, les baies et certains légumes. Ils favorisent la croissance des bonnes bactéries et réduisent l'inflammation intestinale. Génial. On voit du coup qu'il y a énormément de compléments et de molécules et de principes actifs qui peuvent être intéressants. Je pense que c'est le bon moment du coup pour rappeler l'intérêt d'avoir une prise en charge qui soit tout à fait personnalisée et d'être accompagné par un professionnel de santé pour un peu s'y retrouver dans tout ce qui existe et mettre en place vraiment les bonnes actions qui vont être impactantes. C'est là aussi peut-être dans cette recommandation de compléments alimentaires que SimpliCure devient intéressant. Peut-être on va y revenir un peu plus tard, alors tu nous expliqueras un peu comment tu fonctionnes avec ça, mais pour continuer et terminer sur les différentes actions du coup qui vont être impactantes au niveau de l'équilibre du microbiote. Tu nous parlais de l'impact du stress. Est-ce qu'il y a au niveau hygiène de vie du coup des actions qu'on va pouvoir mettre en place pour aider ce microbiote? Alors oui, on le sait aujourd'hui, le stress a un impact directement sur notre microbiote en modifiant sa diversité et en augmentant la perméabilité intestinale. Donc pour réduire cet impact, plusieurs pratiques sont bénéfiques. On va avoir la profonde et la cohérence cardiaque ou encore la méditation. On a l'activité physique régulière qui favorise la diversité du microbiote.
Comme dit précédemment, de nombreuses études ont démontré que les personnes pratiquant une activité physique régulière ont un microbiote plus diversifié que celles qui sont sédentaires. Or, une flore intestinale diversifiée est un indicateur clé d'une bonne santé intestinale et métabolique. Donc, on a une augmentation des bactéries bénéfiques. L'exercice physique favorise la prolifération de bactéries qui jouent un rôle dans la protection de la barrière intestinale et la régulation du métabolisme. Il y a une augmentation de la production de butyrate pour son procédé anti-inflammatoire et une stimulation du transit intestinal en améliorant la motilité digestive. L'activité physique prévient la constipation, les ballonnements et favorise un renouvellement sain du microbiote. Donc, l'exercice physique est l'un des outils les plus puissants pour réguler le stress. Il est gratuit, il permet d'améliorer l'humeur, il est grâce à l'activation de l'axe cerveau-intestin. Donc, il y a une diminution du cortisol. Le stress chronique entraîne une élévation prolongée du cortisol, hormone qui, en excès, perturbe la composition du microbiote et affaiblit la barrière intestinale. Donc là, l'activité physique aide à réguler cette production et à limiter les effets négatifs du stress sur le système digestif. On a également une production d'endorphines. Lors d'un effort physique, le cerveau libère des endorphines, aussi appelées hormones du bonheur. Elles procurent une sensation de bien-être immédiat et contribuent à une meilleure gestion de l'anxiété. Il y a également une augmentation de la sérotonine. L'activité physique stimule la production de sérotonine via le microbiote, favorisant ainsi un état émotionnel stable et un meilleur sommeil. On a également du coup une réduction de l'inflammation. Le stress chronique favorise une inflammation systémique de bas grade qui peut perturber le microbiote et affaiblir l'organisme. Donc là, l'exercice physique aide à réduire cette inflammation en modulant l'activité du système immunitaire. Donc là, tous les types d'exercices physiques sont bénéfiques, mais certaines pratiques sont particulièrement intéressantes pour la santé intestinale et la gestion du stress. Donc, on va avoir tous les exercices d'endurance, comme la marche rapide, la course, la natation, le vélo, la danse. Ils vont augmenter la diversité bactérienne et la production d'acides gras à chaîne courte, améliorant ainsi la perméabilité intestinale. On a également le yoga et le pilates. En plus de renforcer les muscles profonds, ces pratiques stimulent le nerf vague, favorisant la communication entre le cerveau et les intestins et réduisant les effets du stress sur la digestion. On a également les sports en plein air. Une exposition régulière à la nature permet un contact avec une plus grande diversité de micro-organismes, enrichissant ainsi le microbiote. Donc, l'activité physique régulière agit véritablement comme un cercle vertueux. Donc, on a un microbiote équilibré qui améliore la digestion et réduit l'inflammation. Un intestin en bonne santé favorise la production de neurotransmetteurs, améliorant l'humeur et réduisant le stress. Et moins de stress, c'est un impact positif sur la diversité bactérienne et la perméabilité intestinale. Donc, en intégrant une activité physique régulière à son quotidien, mais également des techniques de relaxation comme la respiration, etc., on agit donc directement sur la santé intestinale, la gestion du stress et le bien-être émotionnel. Génial, très, très clair. Merci beaucoup. On a vu tout ce qui était au niveau, si je peux dire théorique, même si ça reste de la pratique, mais est-ce que, pour être encore plus dans le concret, tu aurais envie de nous partager, un exemple d'un patient, d'un consultant que tu aurais accompagné et de l'évolution qu'il y a eu grâce à ton accompagnement? Oui, alors j'ai eu un cas récemment où j'ai terminé le suivi il y a pas si longtemps que ça. C'était une enfant de 8 ans qui souffrait de troubles digestifs chroniques et de fatigue persistante. Donc, elle avait toujours mal au ventre, elle souffrait de constipation, elle souffrait également de fatigue chronique, de problèmes de concentration, de brouillard mental. Elle avait du mal à suivre les cours à l'école. Elle ressentait du stress, de l'anxiété, elle avait des insomnies. Elle se réveillait le matin complètement à plat, elle était épuisée. Un signe qui nous indiquait qu'elle était fatiguée aussi, c'était sa voix en fin de journée. Elle la perdait en fin de journée, en fait. Elle n'avait plus de voix, elle devenait aphone. Elle avait des glaires en fond de gorge également, des ongles qui se dédoublaient, beaucoup d'indicateurs en tant que naturopathe qui nous indiquaient des déséquilibres. Il y avait un gros travail à faire avec elle. Donc je procède à mon questionnaire
pendant la consultation, où j'étudie l'hygiène de vie de cet enfant, son alimentation, ses habitudes de sommeil, son activité physique. Je pose également de nombreuses questions pour comprendre le fonctionnement de son organisme, comprendre ce qui peut dysfonctionner, la cause de ces maux. Donc, l'objectif ici, c'est d'identifier les déséquilibres physiques du microbiote. Dans son cas, c'était un déséquilibre assez prononcé, et de proposer des ajustements. Donc, suite à ça, on a pu mettre en place le protocole et pour aller sur du mieux après la fin du suivi. Donc, on a dû se voir sur 3 rendez-vous espacés à chaque fois de plusieurs mois. Et à la fin, là, on s'est dit au revoir parce qu'il y avait une amélioration de son transit intestinal, plus du tout de brouillard mental et de problèmes de concentration, ça allait beaucoup mieux à l'école. Elle avait beaucoup plus d'énergie, une meilleure qualité du sommeil, plus de stress, plus d'anxiété, et sa voix était de nouveau forte toute la journée, pour dire des bêtises. Donc, il y a eu de belles améliorations générales, et ça a été vraiment très, très intéressant de travailler avec cet enfant et sa maman. Oui, super. C'est intéressant parce qu'effectivement, du coup, on voit l'avant où c'est assez lourd, assez, comme tu disais, en fait, des symptômes qui se matérialisent pas qu'au niveau digestif. Et à la fin, une belle amélioration. Donc, je pense que c'est aussi un très beau message d'espoir pour toutes les personnes, du coup, qui souffrent actuellement, et de se dire que voilà, avec une prise en charge adaptée, en travaillant sur les différents facteurs, on a une belle évolution et une possibilité d'amélioration de son état. Complètement, ouais. Ouais, ça fait vraiment plaisir d'avoir pu participer à ça également, parce que j'ai vu son évolution tout du long. J'ai vu l'inquiétude chez la maman aussi, forcément, qui presque baissait les bras. Ça a été très dur, vraiment très, très dur pour elle. Mais d'avoir vu ce renouveau, je me rappelle vraiment la dernière fois que j'ai vu ces 2 personnes en consultation. Déjà, j'ai vu la maman, elle était rayonnante. Je lui ai dit, mais vous êtes très, très belle, là. Vous êtes vraiment rayonnante, ça se voit. Et la petite également, qui allait beaucoup mieux. Donc vraiment, c'est un beau cadeau, quoi. Pour moi, pour eux, enfin vraiment, c'était une très, très belle évolution. Ouais, super, chouette. Trop bien. Du coup, pour revenir un peu sur Simplicure, c'est vrai qu'au début, j'ai pas pris le temps de présenter Simplicure et de dire un peu ce que c'était. Donc, je vais peut-être prendre ici 1 minute pour le faire. Donc, Simplicure, c'est une plateforme qui a pour but d'aider les praticiens de santé dans leur pratique. Donc, ça va vraiment permettre de retrouver tous les compléments alimentaires des différents laboratoires que les praticiens utilisent en un seul et même endroit, d'avoir du coup la possibilité de créer des recommandations pour que les patients et les consultants, eux aussi, aient facile, en n'ayant qu'un seul lien, qu'un seul colis, qu'une seule commande, à mettre en place du coup les recommandations et les différents conseils très concrets dans le quotidien, et d'avoir du coup une belle observance des conseils. Est-ce que du coup, tu peux un peu nous parler de comment tu fonctionnais dans tes recommandations avant de découvrir Simplicure? Alors, avant de fonctionner avec Simplicure, donc j'avais mon protocole classique. Et pour tout ce qui était partie complément alimentaire, je prenais chaque lien du complément que j'envoyais à la personne, je notais le nom du complément sur mon fichier, je notais à la main du coup tout ce qui était dosage, etc., la durée de la cure, et à chaque fois du coup le consultant devait cliquer sur les liens à chaque fois. On n'a pas 1 milliard de liens, on fait un peu réduit au niveau des compléments généralement, mais voilà, il y a certaines bases qui sont un peu nécessaires parfois. Et du coup, à chaque fois, il devait cliquer sur le lien pour commander celui-là. Et voilà, c'est assez laborieux quand même. Ok. Oui, est-ce que c'était pour toi du coup la plus grosse difficulté, le fait que ce soit laborieux, c'est-à-dire ça te prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie? Oui, ça prenait du temps quand même, et c'était, je sais pas, c'était pas fluide, on va dire. Pour moi, mais je pensais surtout à mon consultant aussi, où c'était pas fluide. Oui, tout à Je fait. pense que c'était un peu contraignant pour eux à chaque fois retourner sur le document, commander, voilà. Est-ce que tu sais si justement, en fait, ils le faisaient, de commander et d'obtenir les compléments? Il y en a certains, du coup, parce que c'était trop compliqué, en fait, ils commandaient pas. Je sais pas ça. Ok, oui. On l'a jamais dit, honnêtement. Après, bon, pour moi, je pars du principe que ils suivent le protocole que je leur ai conseillé, mais c'est vrai que parfois, il est possible que certains n'aient pas commandé les produits. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu n'as pas de visibilité, du coup, on ne Non, sait pas pas du tout. exactement c'est ce qui se passe. Non, il n'y a pas de suivi. Il y a moins de suivi derrière justement. C'est ça. Comment est-ce que du coup, tu as découvert Simplicure? Alors, c'est une collègue naturopathe qui m'en a parlé. Et du coup, je suis tout de suite allée voir ce qu'il en était.
Et j'étais plutôt conquise de la plateforme qui est assez intéressante. Pour moi, il est plus facile de proposer des solutions adaptées. Donc, j'ai à disposition un grand nombre de laboratoires et je peux choisir les compléments en fonction des meilleurs produits disponibles chez différents laboratoires avec les meilleurs dosages sans avoir à contraindre mes consultants à payer différents frais de port. Donc, c'est vraiment l'avantage qui ressort le plus dans mes consultations, c'est que comme tout est regroupé sur une seule et même plateforme, je peux faire appel à 2 ou 3 laboratoires différents pour 3 compléments différents parce que je sais que ces compléments-là, chez ce laboratoire-là, ont un meilleur dosage pour mon consultant. Mais voilà, ils ne payent pas 3 frais de port différents. Ça rentre en compte. Voilà. Donc, mes consultants, ils ont juste à cliquer sur un lien. Ils ont leurs recommandations complètes qu'ils peuvent commander directement, gérer les renouvellements de commandes en fonction des différentes durées de cure. Et ils ont l'accès au dosage, aux durées en fonction de chaque complément. Donc, c'est vraiment facile d'utilisation et compréhensible surtout. Et pour moi, clairement, c'est un gain de temps. Je sais que les laboratoires dessus sont de qualité, même si on a toujours nos petits chouchous. Bien sûr. J'ai du mal à quitter mes petits laboratoires chouchous. Mais voilà, j'en suis très, très satisfaite. Génial, c'est ça. Donc, d'un côté, ça te permet, toi, de réellement faire les bons choix parce que tu es plus limité en disant il y aura ce frais de port, ce frais de port, ce frais de port. Donc, tu fais vraiment le choix du complément adapté pour ton consultant. Ça te facilite, toi, la vie et ça lui facilite lui aussi l'obtention des compléments. Oui, tout à fait, parce qu'avant, généralement, quand je proposais des compléments à un consultant, je passais par 1, voire 2 grands maximum laboratoires. Mais du coup, j'étais un petit peu contrainte par, je choisis ce laboratoire, je mets les compléments de ce laboratoire, mais un petit peu frustrée dans le sens, je sais que ce produit-là est meilleur chez ce laboratoire. Mais voilà, pour éviter, encore une fois, dans un souci pour le consultant d'éviter de payer 1 milliard de frais de port, je me contentais que du laboratoire que je me disais, bon, ce sera lui pour cette fois-là. Mais voilà, donc là, c'est plus, c'est plus là. Génial. C'est ça parce que, comme tu le dis, on a nos laboratoires chouchous, mais c'est pas pour ça qu'il y a un laboratoire qui correspond et qui propose des produits pour tous nos besoins. Oui, complètement, parce que même chez un laboratoire, pas tous les produits sont bien, entre guillemets, ils sont bien, mais les dosages peuvent être plus intéressants ailleurs. Donc là, c'est très, très intéressant de pouvoir jongler entre les laboratoires qu'on connaît, de qualité, et qui ont du coup les meilleurs dosages pour ce complément, ce produit-là qu'on cherche. C'est ça, génial, oui. Donc, il y a vraiment cet avantage de faire ton choix en toute liberté. Tu as parlé de facilité aussi. Est-ce que tu dirais que tu as gagné du temps? Si oui, est-ce que tu as une idée du temps d'un chiffre? Difficile à dire là, mais oui, c'est vrai que je pense clairement que j'ai gagné du temps parce que, par exemple, quand on utilise des produits spécifiques, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on peut enregistrer un peu les dosages qu'on donne habituellement, les explications également. Donc, ça me permet de plus tout réécrire à chaque fois à la main. Ça me permet du coup d'être plus clair parce que du coup, j'ai bien travaillé les textes pour faire en sorte que la personne comprenne bien s'il y a des compléments où il faut d'abord commencer en petite dose, puis augmenter progressivement après tant de jours. Voilà, moi, ça me permet d'éviter à chaque fois de réécrire le texte. C'est plus compréhensible pour le consultant également. Donc oui, c'est clairement un gain de temps. Je ne saurais pas l'expliquer comme ça, mais pour un protocole, je ne sais pas, une dizaine de minutes peut-être à chaque fois que je perdais avant et que là, j'arrive à que ce soit rapide. Je rentre mes dosages, la durée de la cure, les explications s'il y a besoin. Et voilà. Ouais, top, c'est ça. Et 10 minutes par protocole, quand on a plusieurs consultants par jour, ça fait vite pas mal de temps. Ouais, Super. complètement, ouais. Si tu devais décrire Simplicure en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Pour moi, ça serait un outil assez précieux pour ma pratique qui va optimiser les recommandations en naturopathie. Donc, en regroupant une large sélection de compléments alimentaires de qualité que je peux conseiller en fonction des besoins spécifiques de chacun pour vraiment, pour que la base, ce soit que le consultant soit satisfait, qu'il soit mieux, en fait, tout simplement. Le but pour moi, c'est vraiment que le consultant soit satisfait, content de ce qu'il en ressort.
Trop bien, super. Merci beaucoup pour tes mots parce que ce sont des retours du coup qui font plaisir. Pour conclure du coup ce très chouette échange, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou peut-être de faire une petite synthèse de ce qui a été partagé? Non, pas spécialement. Ça a été assez global, je pense. Après ça, si tu veux faire une synthèse, n'hésite pas. Hein, mais voilà, juste rappeler aux personnes de bien s'écouter, de ne pas Oui, s'oublier surtout. Notre corps nous parle en fait, on s'en rend pas compte, on passe souvent sous silence pour penser à d'autres choses, à devoir gérer son quotidien, etc. Et j'en ai bien conscience. Moi aussi j'ai mon quotidien, moi aussi j'ai mes choses à gérer, mais c'est vraiment quelque chose que je prône auprès de mes consultants, c'est de s'écouter. Notre corps nous parle, il nous donne des indications quand ça va pas, quand il y a un besoin de ralentir, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc juste ne passez pas à côté, ne laissez pas traîner. Au contraire, il faut s'en occuper en fait pour pouvoir mieux gérer son quotidien, aider les autres si on en a envie, etc. Voilà. super. Ça me semble être une très très belle conclusion. Dis-moi Héloïse, si on a envie d'aller plus loin avec toi, qu'on a envie de faire un accompagnement, d'être suivi, comment ça fonctionne? Alors, c'est tout simple. Soit on me contacte directement par téléphone au 06 82 74 75 26. Donc, on peut m'appeler pour m'expliquer la problématique, pourquoi on souhaite me voir, et du coup, on peut fixer un rendez-vous. On peut faire les rendez-vous soit en cabinet à Roquebaron dans le 83, soit en visioconférence. Ou bien, si on souhaite prendre le rendez-vous plus en autonomie, c'est possible de se rendre directement sur mon site internet. On va dans l'onglet prendre rendez-vous et à mon agenda en ligne, on prend rendez-vous, on choisit le lieu du rendez-vous qu'on souhaite et voilà. Et après, on peut échanger directement comme ça. Génial, super. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les informations dans la description de cette vidéo. Comme ça, on pourra découvrir ton univers, prendre contact avec toi. Je mets aussi le lien pour découvrir SimpliCure. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, on sera ravis évidemment d'y répondre en commentaire.